Ouais, ça marche. C'est beau? Ça tente aussi? Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Béatrice Agostini et je suis en charge des communications pour le site montréalais de MDA. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui en direct depuis l'une de nos salles d'intégration, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est une grande première. On remercie vraiment Aéroportail et Aéromontréal. Alors je vais avoir l'honneur de débuter ce webinaire et j'espère vous en apprendre davantage sur notre secteur d'activité. Ensuite, je passerai la parole à mon collègue Sylvain Riendeau qui, lui, vous parlera de nos activités, nos programmes en cours et nos installations. Ensuite, François Fontaine terminera ce webinaire et vous parlera plus en détail de notre environnement de travail, mais aussi de nos possibilités de carrière. Alors, bien entendu, nous réserverons un peu de temps à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions, qu'elles soient en français ou en anglais. Alors, surtout, n'hésitez pas à écrire sur le fil des questions en direct. On va vous répondre bientôt. Alors c'est parti, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Eh bien, nos ingénieurs, gestionnaires, techniciens et assembleurs créent des solutions des plus avancées pour les systèmes satellitaires exigeants d'aujourd'hui. Alors, nos produits se retrouvent sur plusieurs centaines de systèmes spatiaux actuellement en opération dans l'espace, qu'il s'agisse des satellites de télécommunication, des satellites de télédétection, des missions de sciences et d'exploration ou encore des missions spatiales habitées. Donc, il faut savoir que tous ces systèmes spatiaux n'opèrent pas sur la même orbite. Alors, une orbite terrestre, c'est la trajectoire que suit un objet autour de la Terre. Alors, il existe d'abord l'orbite basse qui se situe entre 100 km jusqu'à peu près 2000 km de la Terre. Donc, c'est là qu'on retrouve principalement des satellites de télédétection tels que Radarsat 2 et aussi la Station spatiale internationale. Ensuite, nous avons l'orbite moyenne qui se situe entre 2000 km et environ 35 km, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc là, on va surtout retrouver des satellites de navigation, tels que les satellites GPS. Ensuite, nous avons l'orbite géostationnaire, donc ça c'est un peu plus de 36 000 km de la Terre, où sur cette orbite, en fait, le satellite va va se déplacer en fait dans le même sens que la Terre et la même vitesse. Donc il va apparaître comme un petit point fixe dans l'espace, ce qui en fait l'orbite privilégiée pour les satellites de télécommunication. Ce qui m'amène à vous parler davantage de qui nous sommes au niveau de notre groupe. Donc MDA, en quelques mots, quel est notre positionnement? Nous sommes la référence en satellite géostationnaire. Nous sommes aussi le chef de file mondial en robotique spatiale avec les Canadarm. Vous allez en parler tout à l'heure. Nous sommes aussi le leader en observation de la Terre avec la famille Radarsat. Et enfin, nous sommes le leader mondial en antenne spatiale. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Alors, je vais vous parler un peu de nos succès internationaux. Effectivement, nous avons participé à toutes les grandes premières spatiales canadiennes. Donc, on va commencer dans les années 1958. C'est là que l'aventure spatiale canadienne commence, lorsque le Canada reçoit une invitation. Ah, vous entendez, là, on est en direct, il y a un test. Donc, le Canada a reçu une invitation de la NASA pour collaborer dans le tout nouveau domaine satellitaire. Alors, l'usine de Montréal, qui s'appelait à l'époque le centre de recherche RCA Victor, a été contactée par l'équipe en charge du satellite car le transpondeur était inadéquat. Donc, qu'est-ce que le transpondeur? Eh bien, c'est un peu ce qui permet de transmettre les données de la mission vers la Terre. Donc, en quelques mois, cette équipe-là était capable de mettre en opération un nouveau transpondeur juste avant le lancement d'Alouette 1, donc qui a eu lieu en 1962 et qui a permis en fait au Canada d'être la troisième nation à mettre un satellite artificiel en orbite après les États-Unis et l'URSS, donc quand même très important. Autre fait marquant, le lancement d'Anik 1 en 1912. Alors Anik en inuit, ça signifie petit frère. Très important parce que le Canada est alors devenu le premier pays avec un satellite de communication domestique en orbite. Donc, gros fait marquant. Mais ce n'est pas tout. Vous connaissez certainement le fameux bras canadien, donc ce bras robotisé qui depuis 1981 a équipé toutes les navettes spatiales américaines. Eh bien, depuis 2001, la nouvelle version en fait, du bras robotisé qui s'appelle le Canadarm 2 fait partie intégrante de la Station spatiale internationale. Et donc, ce fut un succès aussi retentissant qui a mis le Canada sur l'échiquier mondial dans le domaine spatial. Alors, le chef d'œuvre, le maître d'œuvre, comme on dit souvent, pour ce bras, c'était notre division à Toronto. Mais ici à Montréal, nous travaillons de pair avec cette division-là et nous avons notamment fourni plusieurs systèmes critiques,
notamment les antennes de transmission de la voix et des données qui permettent à la station spatiale de communiquer avec la NASA. Alors le Canada, étant très fier de toutes ces premières mondiales, n'a pas hésité en fait à créer des pièces de monnaie et des billets à l'effigie de ces grandes premières, notamment ce fameux billet de 5 $. J'espère que vous arrivez à le voir à l'écran. Donc vous l'utilisez sûrement à tous les jours, mais est-ce que vous aviez remarqué que dessus on peut voir Dexter, le Canadarm et un astronaute? Donc tout ça c'est quand même relié à MDA. Troisième chose plutôt, le lancement en 1995 du satellite RadarSat 1. Donc, il s'agit d'un satellite canadien d'observation de la Terre qui dispose d'une antenne radar à synthèse d'ouverture. Donc ça veut dire qu'il est capable de prendre des images de jour comme de nuit, de beau temps et mauvais temps. Ensuite, son successeur, RadarSat 2, a été lancé en 2005 et il est toujours opérationnel. Donc dans le fond, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'on a réussi à utiliser en fait le savoir-faire qu'on a développé sur des programmes gouvernementaux pour créer une entreprise concurrentielle et dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de notre clientèle est internationale et nos affaires sont majoritairement commerciales. Ce qui m'amène à vous parler davantage de ce qu'on fait ici à Sainte-Anne-de-Bellevue, précisément. Nous sommes venus dans ces bureaux dans les années 1970. Peut-être que vous pouvez voir sur vos écrans une photo d'époque, dans les 70, quand c'était Spar Aerospace, mais aussi une photo prise par satellite récemment de notre bâtisse. Donc on peut voir au fil du temps qu'il y a plusieurs agrandissements, donc on rajoute régulièrement de nouvelles facilités. Et puis sur notre ligne de temps, on se rend compte que l'entreprise a changé de nom quelques fois. Vous avez peut-être entendu parler de Spar Aerospace de 77 à 99, puis de EMS Technologies de 99 à 2005. Eh bien, depuis plus de 10 ans, nous nous appelons MDA. Nous sommes une entreprise canadienne dont le siège social se situe à Richmond, en Colombie-Britannique. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Sylvain Riendeau, qui est le vice-président en charge de la gestion des programmes. Et je vous remercie de votre attention. Première chose, on va réfléchir à ce qui est notre vision ici. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans la vie? Donc, notre vision, c'est d'être le meilleur fournisseur de sous-systèmes de satellites au monde. Je dis au monde, ça paraît mettre la barre haute, mais on n'a pas vraiment le choix de mettre la barre haute parce qu'on vend nos équipements partout dans le monde, puis nos compétiteurs viennent de partout dans le monde. Donc, si on veut vendre, il faut être le ou un des meilleurs au monde. Comment on arrive à être considéré comme un des meilleurs au monde? Dans le fond, on vend nos équipements à nos clients. Les clients, c'est toujours important. Donc, il faut offrir toujours un super bon service à nos clients, donnant des produits innovateurs, travailler en équipe pour que ça aille bien avec le client à l'interne aussi et avoir un bon engagement pour toujours rencontrer ce qu'on a promis. Il faut donner un bon prix, une bonne qualité, une bonne cédule, puis rencontrer nos engagements. Tout ça fait qu'on a des valeurs d'entreprise ici. Dans le fond, on a parlé de l'engagement, on a parlé de l'intégrité. On n'a pas parlé de l'intégrité, je rajoute l'intégrité. C'est important, l'intégrité comme un peu partout. La passion, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Les gens qui travaillent ici sont passionnés. Pour faire ce qu'on fait souvent, il faut être passionné. Responsabilité financière. On est une entreprise, il faut faire de l'argent. Donc, il faut être responsable dans nos dépenses, responsable dans nos R&D pour être capable d'avoir des bons produits et que la bottom line soit positif. Et finalement, une responsabilité sociale. On veut avoir un impact positif dans la société autour de nous. C'est un peu différent de d'autres entreprises ou d'autres types de business. Si on parle de l'industrie automobile, par exemple, ils ont des chaînes de montage, les voitures sortent. De temps en temps, ils sortent un nouveau modèle. Nous, c'est différent. C'est un peu plus proche du génie civil dans le sens qu'on travaille par projet. Quelqu'un a besoin d'un pont, il faut le pont pour cette rivière-là. Nous, quelqu'un a besoin d'un satellite pour une certaine mission, il faut faire le satellite pour cette mission-là. Donc souvent, les satellites ne sont pas les mêmes, ne sont pas pareils. Il faut faire beaucoup de personnalisation pour chaque satellite. Au total, on a en général une quarantaine de programmes en même temps dans Bâtisse. Puis ces programmes-là durent environ 2 ans en moyenne. On travaille sur beaucoup de satellites en parallèle, puis chaque année, on a près d'une vingtaine de satellites qui sont lancés dans l'espace. Ça fait qu'au fil des ans, il y a beaucoup de satellites avec de l'équipement MDA qui tourne autour de la Terre. Pour un peu comprendre nos produits, je vais commencer par parler de ce qui fait un satellite, de quoi est constitué un satellite.
J'aime prendre l'analogie d'une ambulance pour un peu démystifier les choses. Une ambulance, c'est une sorte, dans le fond, tu achètes un camion, puis tu mets du matériel médical dans le camion pour faire ce qui est utile, sauver des vies. Dans le satellite, bien, il y a une partie qu'on appelle la charge utile, c'est ça qui est l'utilité du satellite. Puis il y a la plateforme qui est comme le camion qui, dans le fond, transporte la charge utile autour de la Terre. Il y a les panneaux solaires, ça donne l'énergie à la charge utile. Il y a le système de contrôle d'attitude pour pointer à bonne place puis rester dans la bonne orbite. Nous, ici, à Montréal, on fait surtout des charges utiles. Puis, dans le fond, c'est les charges utiles, comme je disais un peu, dans la personnalisation, bien, les charges utiles sont spécifiques pour chaque projet, ou des fois, il y a quelques charges utiles qui se répètent, mais en général, il y a beaucoup de personnalisation. On a 3 grosses catégories de produits à MDE Montréal. Premièrement, comme je disais, les charges utiles, puis après, les produits qui sont utilisés dans les charges utiles. 2 de nos gros produits, c'est les antennes et l'électronique. Donc, c'est quoi une charge utile, à part qu'elle fait les choses utiles, comme j'ai mentionné? Bon, quand on a un nouveau projet, la première chose, on a les requis du client. Puis là, les ingénieurs prennent les requis du client, puis ils transfèrent ça en requis techniques pour savoir qu'est-ce qu'il faut bâtir. Après, on va voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il faut concevoir, qu'est-ce qui est nouveau pour mettre les choses ensemble. Donc, une partie de l'équipement qui est dans un satellite est acheté, une partie, on le fait ici. Après, une fois que tout est reçu, on l'assemble, on le teste. Il est livré au niveau satellite pour mettre ça avec la plateforme. Après, il y a le lancement, puis on supporte aussi, après coup, les tests en orbite avant que tout ça soit livré au client. Un de nos gros produits, comme je disais, c'est les antennes. Donc, on est un chef de file de fabrication d'antennes. Quand on parle d'antennes, vous êtes habitués, vous avez tout le monde un téléphone cellulaire, vous avez le Wi-Fi à la maison, bien, il y a des antennes pour communiquer. Si on regarde pour mieux comprendre aussi, ceux qui ont la télé par satellite, j'espère qu'on m'entend avec le... On est dans le vrai environnement de travail, donc c'est un chariot élévateur qui recule. Donc, dans les télés par satellite, vous êtes habitué de voir les soucoupes qui sont à l'extérieur des maisons qui pointent vers le satellite. Mais de l'autre côté, il y a une autre soucoupe un peu plus grosse, donc beaucoup plus grosse, qui reçoit le signal, puis qui dans le fond, qui envoie le signal vers la maison. Donc, dépendant des fréquences, des applications, il y a beaucoup de types d'antennes. Puis, on en fait de tous les types d'antennes. Ils ne se ressemblent pas, mais on a une petite vidéo pour montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air nos produits d'antennes. C'est bon, le petit vidéo nous a permis que le chariot arrête de reculer. Donc, le prochain produit auquel je voulais parler, c'est l'électronique. Donc, vous êtes habitué aussi de l'électronique, ça avance continuellement. C'est mardi, il sortait le iPhone 8 puis 10. L'autre année d'avant, c'était le 7. L'autre année d'avant, c'est le 6. Donc, dans l'espace aussi, les produits, il faut qu'ils évoluent. Il y a beaucoup de changements, de nouvelles technologies. C'est un peu différent parce que les requis sont différents. Donc, dans le fond, nous, en plus d'avoir à mettre de quoi de nouveau, de plus performant, il faut rencontrer, être capable de survivre au lancement. Dans la fusée, ça brasse beaucoup. Bon, vous êtes habitué d'échapper votre téléphone à terre, ça le brasse beaucoup. Donc, de façon différente, il faut répondre à des problèmes similaires. Après, il y a le côté thermique. Vous avez votre ordinateur personnel avec un ventilateur, mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, on ne peut pas mettre de ventilateur, il ne brasserait rien. Donc, il faut trouver... Il y a d'autres solutions. La solution, c'est que la chaleur est conduite vers des radiateurs qui, par radiation, font sortir la chaleur. Après, il y a le côté radiation. Ça, c'est un des problèmes difficiles parce que les radiations, quand ils frappent l'électronique, ils peuvent causer des erreurs momentanées. Puis quand il y a une grosse dose de radiation, c'est un peu comme notre corps, on ne veut pas recevoir trop de radiation, mais l'électronique, c'est pareil. Quand il y a trop de radiation, bien, l'électronique arrête de fonctionner. Donc, si on prend n'importe quelle électronique de la Terre et on l'amène dans l'espace, il va marginalement marcher au début, puis à moyen terme, il va arrêter de fonctionner. Tout ça fait que
ça prend beaucoup d'efforts pour réussir à prendre une nouvelle technologie puis l'amener à faire un produit spatial. Puis de plus, le produit spatial, il faut qu'il dure longtemps. Nos satellites sont là environ 15 ans. C'est la durée du contrat. Dans le fond, quand on a un contrat, il faut que le satellite dure 15 ans. Donc, il faut qu'on soit capable de démontrer que notre électronique va durer 15 ans. Puis, il faut qu'elle dure 15 ans aussi parce que quand votre téléphone est plus bon, bien, vous pouvez aller au magasin et en acheter un autre, mais il n'y a pas, quand l'électronique ne marche plus dans le satellite en haut, mais le satellite ne fonctionne plus. Donc, c'est beaucoup d'argent qui part en fumée. Pour réussir à faire ces produits-là, bien, il faut une main-d'œuvre super qualifiée. On a environ 800 employés à Montréal, puis des gens qui ont une très bonne formation. Il y a 539 qui ont un baccalauréat, un peu plus de 200 qui ont une maîtrise, puis une quarantaine qui ont un doctorat. Il ne faut pas que vous preniez ces trois chiffres-là puis les additionner pour donner 800 parce qu'il ne resterait pas beaucoup de place pour les autres. Dans le fond, la personne qui a un doctorat, il faut prendre pour acquis qui a fait son baccalauréat avant. Donc, il y a aussi beaucoup de techniciens de haute qualité. Donc, il faut tester tout l'équipement, des techniciens électriques, des techniciens mécaniques. Donc, une super équipe pour faire les projets. Quelque chose qui est intéressant quand on parle avec les gens aiment travailler ici. OK, les projets sont intéressants, toujours de la nouveauté, l'environnement projet, mais travailler avec les gens, c'est super le fun de travailler avec des gens de compétents, des gens qui sont passionnés. Donc, c'est un plus pour une grosse partie de la population d'être capable d'être entouré de gens de cette qualité-là. À chaque projet qu'on fait, à la fin, il y a une photo d'équipe. Tout le monde sont fiers d'être sur la photo avec l'équipement pour lequel ils ont mis leur sueur, leur effort, leur énergie, leur imagination pour réussir à fabriquer. On a toujours une photo d'équipe, les gens l'affichent dans leur bureau. On travaille en collaboration tout le temps. On peut souvent voir dans les yeux des gens la passion. Passion de vouloir accomplir les choses, du travail bien fait, du travail accompli. Tous ces gens-là, ben, ils travaillent dans des facilités, dans des laboratoires. Ici, on est dans une de nos salles blanches. Au total, on a 80 000 pieds carrés de salles blanches. Vous pouvez voir, j'ai un sarrau. On porte un sarrau pour une question de poussière. Il ne faut pas contaminer l'équipement. D'habitude, on a aussi un bonnet. Je ne sais pas si on voit en arrière les gens qui se promènent. Ils ont tous le bonnet. Bien là, nous, pour la présentation, bien, on ne voulait pas mettre de bonnet. On ne voulait pas que notre photo qui reste sur Internet soit avec un bonnet sur la tête. On sait ce qui est arrivé avec des gens. On ne voulait pas avoir un bonnet sur la tête. Donc, on s'est fait une exception aujourd'hui. Donc, on a des salles blanches. On peut remercier pour toutes nos facilités l'aide qu'on a soutenue, qu'on a toujours eue des gouvernements. Si on regarde juste ce printemps, on a mis une nouvelle salle blanche de 7000 pieds carrés qui inclut des équipements de compatibilité électromagnétique. Au printemps, il y avait une conférence de presse avec le gouvernement du Québec. Donc, il y avait beaucoup d'investissements d'MDA, mais le gouvernement du Québec était là pour nous soutenir puis nous aider à construire des installations pour faire plus de produits, être plus compétitifs puis créer de l'emploi. Donc, on va faire un peu le tour des chambres, des équipements de test aussi qu'on a, juste vous donner une petite idée. Donc, ici, on voit une grosse chambre thermique dans l'image. Donc, on a beaucoup de chambres thermiques. Les choses sont cyclées à des grosses températures. Puis, dans le fond, si on regarde des antennes, comme je parlais tantôt, on peut avoir des antennes de 2,6 mètres qui sont cyclées de moins 170 à plus 170. Puis, avant de la lancer dans l'espace, il faut s'assurer que ça ne va pas briser. Donc, on les cycle en température. On a des chambres à vide. Encore une fois, il n'y a pas d'air dans l'espace, donc il faut s'assurer que les équipements qu'on fabrique soient capables de travailler dans l'absence d'air. Comme j'ai parlé, il y a le côté thermique qui est important là-dedans, mais il y a d'autres aspects également. Oups. On a le côté vibration. Les lanceurs, ça vibre énormément, donc il faut vérifier que les équipements vont survivre à la vibration. Je vous dis, quand on regarde les équipements qui se font vibrer, on n'a pas le goût d'être assis dans la fusée. C'est vraiment impressionnant, les jets que ça voit, puis comment que ça brasse. On a des grosses chambres anéchoïques de test. On a parlé des produits d'antenne. Il faut les tester dans un environnement qui simule la distance pour vérifier qu'elle va pointer à la bonne place.
quand on est en géo à 36 000 km, il faut s'assurer que les performances soient bonnes à 36 000 km, puis ça pointe à la bonne place. Également, au fil des ans, il faut être capable d'automatiser les choses pour être efficace, pour être compétitif. Donc, on a toujours rajouté de l'équipement d'automatisation. Dernièrement, on s'est équipé de robots collaborateurs. Ça, c'est super intéressant parce que les personnes peuvent travailler avec les robots sur les mêmes cellules de travail. On peut utiliser chacun pour leur meilleur emploi. Donc, le robot quand c'est répétitif, plate. L'humain quand il y a de quoi qu'il faut du jugement, qu'il faut de l'adaptation. Donc, ça nous permet d'être compétitifs. On participe aussi à des programmes qu'on appelle New Space. Donc, comparativement à ce qui est appelé comme l'espace traditionnel, le New Space, c'est au lieu d'essayer d'avoir un satellite très complexe, c'est de lancer beaucoup plus de satellites moins complexes et utiliser des process de production plus standards, plus près de d'autres domaines de travail. Donc, ici aussi, l'automatisation nous permet de rencontrer des objectifs de prix pour ces projets-là. Quand on parle de quantité, même dans ces questions New Space-là, ces constellations de satellites, on est loin des quantités qu'on parle quand on parle du marché de consommation. Pour nous, 100 ou 1000 unités, c'est des grosses quantités. Dernier mois, vous pouvez voir, je vais peut-être me tasser un peu, il y a 3 satellites de la constellation RadarSat. Ça, c'est un projet de l'Agence spatiale canadienne, puis c'est la suite de RadarSat 1 et RadarSat 2 dont Béatrice a parlé au début de la présentation. Pour avoir 3 satellites, ça va permettre de passer au-dessus de la cible plus souvent, donc avoir plus d'images, pouvoir plus surveiller facilement la surface canadienne et partout dans le monde également. Puis ces 3 satellites-là vont être lancés en même temps, ils vont dans la même fusée. Puis le but, on vise un lancement en août prochain. Puis si vous regardez celui de gauche, là, il est assez près de la configuration finale, là, il est assez fini. Ouais, je ne sais pas si on le voit avec la caméra. Oui. OK. Donc, c'est tout pour moi. Donc, il va y avoir une petite vidéo. Puis après le petit vidéo, ça va être François Fontaine qui est en charge de la conception mécanique chez nous, qui va vous parler un peu des potentiels, des carrières à MDA. Merci Sylvain. Justement, moi, je vais vous parler de l'organisation de l'entreprise, je vais vous parler de progression de carrière, environnement de travail, des opportunités d'emploi, entre autres. Si on commence tout de suite, ici à Montréal, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île de Montréal, on design, on fabrique puis on teste des satellites, donc des produits qui vont sur des satellites. Pour faire ça, on a plus que 800 employés qui travaillent sur presque 40 projets en parallèle. Ils font partie, donc, si on enlève les employés qui font partie des services administratifs comme les ressources humaines ou les finances, on va avoir à peu près un tiers des employés qui vont faire partie de la production. Donc, des opérateurs, des techniciens, des opérateurs qui vont fabriquer des produits qui vont sur des satellites, des techniciens qui vont permettre justement d'assembler de l'outillage, supporter les tests, donc tout ce qui est relié à la fabrication et qui n'est pas de vol. On a aussi plusieurs ingénieurs, 315 ingénieurs sur les 800 employés qui vont être divisés selon leur domaine de compétences dans différents départements. Donc conception mécanique, analyse structurelle, analyse thermique, génie logiciel, génie digital, convertisseur de puissance, matériaux et processus, assurance qualité, ingénierie de fabrication. C'est sûr que j'en manque, mais
Bref, on a toutes les disciplines qui vont travailler ensemble pour réussir à fabriquer, concevoir, imaginer les produits qui sont faits ici. Pour superviser ces départements-là, on a des gestionnaires de compétences dans chacun des domaines. Ces gestionnaires de compétences-là sont principalement responsables du recrutement de candidats exceptionnels comme ceux qui travaillent ici, évidemment, mais aussi de planifier, fournir de la formation pour s'assurer que celle-ci est en fonction des besoins de l'entreprise et aussi du marché. On va aussi, évidemment, mettre en place des processus les plus efficaces possibles, de fournir des outils, des logiciels qui sont les plus efficaces pour rendre les employés les plus efficaces possibles, qui aient du plaisir aussi à travailler. On va travailler étroitement en collaboration avec les gestionnaires de projet, d'où la structure matricielle, donc gestionnaire de projet et gestionnaire de fonction. Et puis, on va assigner les gens pour permettre de supporter le mieux le besoin du projet, mais aussi s'assurer d'une progression de carrière. Donc, au fur et à mesure que la personne évolue, elle va être appelée à relever différents défis. Oui, les processus doivent être efficaces. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'on est toujours en compétition dans un domaine qui est quand même assez restreint. Il n'y a pas tant de joueurs dans l'industrie. Nos clients sont capables de faire les mêmes produits que ce qu'on fait nous ici. Donc, il faut nécessairement arriver à quelque chose d'innovant, arriver avec des échéanciers peut-être qui sont plus agressifs, arriver avec des prix qui sont capables de battre peut-être leurs coûts internes, puis nous quand même faire des profits. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, on doit toujours faire de l'amélioration continue et les départements vont aussi aider à faire ça. Si on parle un peu plus justement de mon groupe, pour prendre un exemple de gestion des compétences, dans mon groupe, on est en conception mécanique. Donc, c'est tous des ingénieurs ou des membres du personnel technique qui vont supporter toutes les activités de conception mécanique qui se passent ici. Donc, on va concevoir des antennes, on va concevoir des unités électroniques, on va concevoir des répéteurs, c'est-à-dire des sous-systèmes qui incluent plusieurs unités électroniques ensemble avec les interconnexions. Puis on va même s'occuper de la conception mécanique de l'outillage qui va être utilisé pour supporter la fabrication ou même les tests. Donc on s'occupe vraiment de tout ça. C'est 68 ingénieurs et membres du personnel technique qui font ça, dont une dessinatrice. Ces 68 ingénieurs-là vont non seulement supporter les activités de conception, modélisation 3D, mais vont vraiment supporter l'ensemble des activités de projet. Donc, on parle de la soumission jusqu'à la livraison du produit chez nos clients. Un ingénieur mécanique en design va être présent, va participer à la conception, à la soumission, à la conception primaire, préliminaire du produit, à la conception critique, donc où on va vraiment documenter, déterminer tous les détails, travailler en équipe avec toutes les autres disciplines comme les ingénieurs en structure, l'ingénieur thermique, l'ingénieur RF d'antenne par exemple, si c'est une antenne qu'on conçoit, avec les ingénieurs matériaux procédés pour s'assurer que les matériaux sont conformes aux requis du client, avec les ingénieurs en assurance qualité pour s'assurer que le produit peut être effectivement, ou les composantes peuvent être fabriquées et inspectées. Avec les ingénieurs manufacturiers aussi qui vont s'assurer qu'on fait un design qui est prêt pour la fabrication, donc design for manufacturing. Donc, on est au centre de tout ça. On intègre l'information dans nos designs, on coordonne les activités. Donc, on travaille énormément en équipe, en collaboration avec les gens. C'est extrêmement dynamique. Il n'y a pas une journée qui est pareille. En plus de ça, comme Sylvain vous l'a expliqué, on a des projets qui roulent tout le temps, des produits qui sont différents. Mon Dieu, un satellite qui se promène à côté de moi. Donc, c'est très, très dynamique. C'est un environnement, les gens sont motivés à fournir. Ça me déconcentre vraiment parce que c'est rare qu'un satellite bouge dans une industrie comme ça. C'est non négligeable ce qui se passe actuellement. Désolé. Ceci étant dit, donc, on va supporter, c'est vraiment un bel environnement de travail. L'environnement de travail que, effectivement, il y a plus que 21 ans, j'ai choisi. Si on regarde ce qui s'est passé pour moi, bon, j'étais à l'école polytechnique en 1996. Je devais déterminer ce que j'allais faire durant mon baccalauréat, pour terminer mon baccalauréat.
J'allais-tu finir en génie mécanique général pour ne pas me peinturer trop dans un coin, ou j'allais plutôt aller dans une concentration ou une orientation? L'orientation technologie spatiale m'a attiré parce que c'était une orientation qui était surtout axée sur la haute technologie, puis ça m'intéressait vraiment. Les cours qui étaient donnés, des cours d'analyse avec des outils qui étaient utilisés dans ce moment-là, des cours de CAO avancés, des cours de composite, tout ça donné par des ingénieurs à ce moment-là qui étaient de SPAR. Aujourd'hui, maintenant, c'est MBA. Donc, très attirant. Puis en plus, ça donnait accès potentiellement à un stage. Et puis, j'ai été chanceux, j'ai été sélectionné pour le stage et j'ai eu la chance de travailler durant le stage ici en 1996, à l'été 1996. Les gens sont tout de suite intégrés lorsque j'ai commencé mon stage, sont assurés que j'étais formé sur le logiciel. À ce moment-là, on utilisait ProEngineer. Aujourd'hui, on utilise NX de Siemens. Ils sont assurés que j'étais bien formé, que j'intégrais rapidement les équipes de projet pour être le plus efficace possible, comme eux ils étaient. Et puis, fil en aiguille, l'été a passé comme un éclair. J'ai pas vu ça passer. J'ai parlé avec... Je me suis fait des amis, je me suis fait des nouveaux collègues. Et j'ai vraiment adoré mon expérience. Donc, retour à l'école, je me demande bien qu'est-ce que je vais faire à la fin de mon bac. Je commence à rechercher mes emplois. Déjà en octobre, dans ce temps-là, on cherchait nos emplois un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui. Et puis, je fais des visites industrielles et je me rends compte que, quelques offres qui tombent sur la table, j'ai le choix, je suis chanceux, mais je n'ai pas retrouvé exactement ce que je recherchais, ce que j'avais vécu chez MBA. Alors, je prends le téléphone, j'appelle mon superviseur de stage, puis il dit « Écoute, moi, j'en reviendrai vraiment travailler, j'ai adoré mon expérience chez MBA, en ce temps-là, SPAR. Tu me prendrais-tu? Puis en plus, tu peux prendre mon collègue, ça serait super. » Mon collègue qui avait été avec moi pendant mon stage. Une semaine plus tard, j'ai un appel. Oui, François, tu vas pouvoir rejoindre nos rangs. Et puis, j'ai commencé ici en mai 1997. Et ça fait donc effectivement 20 ans que je travaille ici. C'est mon seul emploi. Seul emploi que j'ai gardé parce que c'est tous les jours, j'ai à relever des défis. Mon emploi change, des choses différentes qui se passent. Des gens exceptionnels avec qui on travaille. On ne vous le dira jamais assez. J'ai des témoignages de stagiaires qui viennent ici, qui nous disent tout le temps hey, « c'est trop cool ici, les gens, on a eu trop de plaisir avec eux ». Et puis, c'est la raison encore aujourd'hui pour laquelle je reste ici et que les gens restent ici. On a des gens qui sont plus que 11 ans ici en moyenne d'expérience. Et puis, comme Sylvain vous l'a dit, on est souvent entouré même de gens qui sont restés ici plus que 25 ans. Stage, effectivement, je l'ai suivi à l'École polytechnique dans l'orientation technologie spatiale, qu'on donne encore aujourd'hui. Donc, ça fait plus que 30 ans qu'on donne ce cours-là. Mais on est aussi partenaire avec d'autres universités parce qu'on donne, entre autres, une étude de cas dans la maîtrise aérospatiale. On tente d'avoir des stagiaires de toutes les universités de la région et parfois on dépasse même le Québec pour aller chercher des stagiaires, les meilleurs candidats possibles. On cherche des gens qui ont capacité d'apprentissage, qui ont une bonne qualité d'interpersonnel, des bonnes compétences techniques, des bonnes connaissances techniques aussi. On travaille étroitement avec le CRIAC, on travaille aussi avec le MyTac pour accueillir des étudiants de maîtrise qui vont venir parfois dans nos sites pour faire avancer leurs recherches ou travailler à l'extérieur aussi. Donc, on travaille avec toutes ces universités-là en même temps. On n'est pas juste ça, on va aussi travailler dans la communauté, on est présent dans la communauté, on participe aux compétitions d'ingénierie, on participe à la compétition d'ingénierie québécoise, la canadienne, on participe au Festival Eureka, donc qui se situe donc, sur l'île Sainte-Hélène. On est au Montréal Aerospace Symposium. On fait aussi des levées de fonds, on supporte les levées de fonds comme Centraide, Leucan. Si vous avez la chance d'aller au lac Memphremagog le 23 septembre, vous allez voir 3 Space Runners des équipes qui vont courir pour une levée de fonds pour la région de Sherbrooke. Donc, vous allez pouvoir nous rencontrer. Vous n'allez pas juste nous rencontrer là, vous allez nous rencontrer dans les salons des carrières. Venez nous voir, on est là pour vous voir en personne. Venez nous rencontrer, c'est une des chances qu'on a de dialoguer ensemble, de se connaître. Et profitez de ça, on est dans toutes les universités, on est aussi au Palais des Congrès. Profitez de cette occasion-là pour venir nous rencontrer. C'est très, très important.
non seulement on est présent dans la communauté, on a des valeurs en ce qui concerne de supporter le développement durable. On aime bien certaines personnes qui ont des voitures électriques, qui ont leur stationnement pour eux. On a des gens qui font du covoiturage, puis on composte même. L'équilibre travail-famille est aussi très, très important, mais en plus, on supporte nos gens, on les encourage à faire aussi beaucoup de sport. Et puis là, ça va être difficile de toutes les nommer, ce qui se pratique ici, soccer, yoga, zumba. On a un gym, on joue au basketball, au volleyball, au tennis, même dans un parc en arrière ici à côté. On joue au ultimate frisbee, on joue au hockey. Je suis sûr que j'en marre. Le badminton, je pense que je ne l'ai pas dit aussi. Donc, on est très, très actifs. Et puis d'ailleurs, on cherche actuellement des joueuses d'ultimate frisbee. Donc, si vous êtes intéressé à joindre notre équipe, ou même un gardien ou une gardienne de but pour notre équipe de hockey, toujours à la recherche de bons joueurs. Alors, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Vous allez pouvoir voir les offres d'emploi sur le site de MDA, mdacorporation.com. Vous allez aussi pouvoir nous communiquer avec nous grâce à Twitter, au MDA System ou à MDA Carrière. On est aussi présent MDA Career, puis on est aussi présent sur LinkedIn. C'est évidemment des différentes façons de communiquer avec nous. On cherche des gens passionnés, comme Sylvain vous l'a dit. Ça se trouve pas mal à ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on peut maintenant passer à la période de questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. OK, une première question de Agathe. Il y a un équipement qui est passé pendant que François parlait. Qu'est-ce que c'était? Donc, tantôt, je vous montrais les 3 satellites RadarSat, puis je vous ai parlé de tests sous vide. Donc, c'était le 3e satellite RadarSat qui passait derrière nous pour s'en aller faire ses tests de sous vide. OK. Donc ensuite, on a une question de Gary Berger-Clermont. Excusez-moi si je prononce mal. Organisez-vous des visites pour les étudiants? Mais oui, c'est moi qui m'en occupe. Écoutez, on va vous mettre là par écrit mon email et puis n'hésitez pas à me contacter ou appeler puis me demander à me parler au standard ou sur LinkedIn aussi. Puis ça va me faire plaisir d'organiser une visite pour vous. Alors, pour moi, question de Francis Marois. Quelle est la durée typique d'un satellite? Bon, c'est sûr qu'il y a différents types de satellites avec différentes fonctions, mais si on y va en général, la plupart des satellites sont géostationnaires et ceux-là sont généralement faits pour durer au moins 15 ans. Mais souvent, ils vont étendre leur durée de vie au-delà, mais nos spécifications sont vraiment de 15 ans. On a quelques satellites qui ont des spécifications qui ont une durée de vie moindre, mais en général, on parle de 15 ans. Question de Aéro ETS. Quand est prévu le prochain lancement? Bien, le prochain lancement, il était prévu la semaine dernière, mais on avait l'équipement à bord de 2 satellites qui étaient lancés dans le même Ariane. Puis, durant le countdown, il y a eu un petit problème technique dans Ariane, donc ils ont arrêté. Il ne faut jamais prendre de chance, hein. C'est quand même... le satellite, il y a un bâton de dynamite en dessous de lui. Là. On sait que ça peut exploser une fusée. Donc, ils ont tout arrêté. Ils font les vérifications. Puis, tout de suite qu'ils ont trouvé le problème, les 2 satellites vont être lancés. Donc, on parle d'une question de jours. D'ici la fin septembre, il devrait y avoir 2 satellites qui ont de l'équipement MDA. On a une question de Ivan. J'avais une question concernant le papier or que vous mettez autour de vos satellites. À quoi il sert? Oui, c'est vrai que derrière nous, je ne sais pas si vous voyez encore, mais comme un papier un peu coloré, là. Ça, c'est les couvertures thermiques. On utilise ces couvertures thermiques pour protéger l'équipement, parce que c'est quand même dans l'espace, donc changement de température, puis les rayons du soleil. Donc, on est obligé de recouvrir notre équipement. Je veux juste dire que c'est pas de l'or. Le papier n'est pas fait en or. Il y a beaucoup d'or dans les satellites pour les propriétés du matériel, pour les connexions, mais le papier, c'est juste couleur or.
OK, donc je disais la question de Ivan. Elle me disait, bon, finalement, le poids n'est pas important dans l'espace. Quelles sont vraiment les contraintes que vous devriez prioriser pour les matériaux? Bien, là, je suis un peu déstabilisé par la question parce que le poids n'est pas important. Attention, le poids est extrêmement important. La masse, je ne l'ai pas dit, mais les concepteurs ont constamment ça dans la tête parce que lancer un satellite, ce qu'on veut surtout, c'est lancer quelque chose de très utile. Et toute la masse inutile, bien, on va tenter de l'enlever pour que le plus possible, ça soit de la masse qui est utile, qui est envoyée dans l'espace. Donc oui, on fait extrêmement attention au poids. Maintenant, c'est sûr que ça va donc principalement nous contraindre dans nos matériaux. On utilise énormément l'aluminium 60-61. C'est sûr que si je me revire en arrière de moi, je suis capable de voir des structures en aluminium à plus que 50 %. On va utiliser des matériaux composites aussi, qui sont très légers, mais aussi qui amènent une stabilité thermique. Vous imaginez une antenne qui tente de pointer de 36 000 km de la Terre sur Hawaï, et Hawaï ne veut pas que le signal s'en aille ailleurs. Alors, imaginez-vous une antenne qui dépointe juste un petit peu pour envoyer son signal au Japon. C'est pas très, très intéressant. Donc, ça prend des matériaux extrêmement stables, puis les composites le sont effectivement. On utilise aussi beaucoup le titane, qui lui, justement, est un peu un compromis entre le composite et l'aluminium. Titane, il est léger, mais en même temps rigide et de faible masse. Donc, c'est un matériau très, très privilégié. Par contre, son coût est quand même élevé, tout comme les matériaux composites, qui sont le coût est beaucoup plus élevé. Donc, il faut tenir compte de ces contraintes-là aussi. Une quinzaine de contraintes, en réalité, auxquelles on doit tenir compte lorsqu'on fait de la conception pour l'espace. Donc, on doit toujours rouler ça dans notre tête lorsqu'on conçoit quelque chose. Question de Francis Marois. Pourquoi une constellation de satellites au lieu d'un seul comme RADARSAT-2? Avoir 3 satellites, c'est un des avantages principaux, c'est qu'ils passent plus souvent autour de la même place. Donc, c'est important quand tu as des applications de surveillance. Par exemple, le Canada a énormément de côtes à surveiller, le Grand Nord à surveiller. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de fréquences où on peut prendre des images, donc on peut plus surveiller. Puis avec 3 satellites, au total, ça fait plus d'images totales, sans compter de passer à la même place. RADARSAT-2, il est utilisé au maximum tout le temps. On prend toujours des images. Donc, quand il va y avoir 3 satellites, ça va donner plus d'images à faire pour plus de besoins. OK. Après, on a une question de Rémi. Vos clients sont des gouvernements ou plutôt des clients privés? On a les deux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre clientèle est vraiment plus commerciale à l'échelle mondiale. Question d'Aéro-ETS. Quels sont les programmes d'études les plus demandés pour les finissants en ingénierie? J'imagine qu'on parle surtout à ce moment-là en ce qui concerne MDA. Donc, vraiment, on utilise des ingénieurs de tous les domaines. On a des ingénieurs donc électriques, on a des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs en génie logiciel, en matériaux et processus. On va même parfois chercher des ingénieurs en génie physique. Génie aérospatial, vraiment, et toutes leurs sous-divisions, c'est de penser à d'autres. Ça, c'est les principaux, effectivement. On a aussi des ingénieurs systèmes, mais ça, c'est moins enseigné dans les universités. C'est plus des gens qui ont quand même, généralement, une formation en électrique. Voilà. Question de Miguel Charette. Quelle proportion de vos pièces sont fabriquées à l'interne versus fabriquées à l'externe? Et similairement, faites-vous la plupart de vos tests ou sont-ils majoritairement sous-contractés à l'externe? Je vais commencer par les tests, c'est plus facile. J'ai montré les photos tantôt quand je parlais. On a des très belles facilités de tests, donc beaucoup des tests sont faits ici. Puis également, il y a les laboratoires du gouvernement canadien qui nous sont utiles souvent. Par exemple, on fait des tests acoustiques. Puis, on va au laboratoire du NRC à Ottawa pour faire ces tests-là. Donc, c'est soit à l'interne ou le laboratoire canadien quand il y a ce type de test-là. Point de vue pièces, ça, c'est beaucoup plus difficile. Je parlais qu'il y avait des charges utiles et des produits. Sur les charges utiles, on achète quand même assez d'équipements faits à l'extérieur parce que c'est des équipements qui existent. Tout le monde, il y a les mêmes sous-traitants qui travaillent avec tout le monde. Donc, il y a l'expert de ce domaine-là qui fait ça. Ces pièces-là. Donc, il y a quand même une proportion assez élevée d'acheter à l'extérieur.
quand on parle de nos produits, une grosse partie est faite à l'interne ou localement, dans des sous-traitants de la région de Montréal, du Québec, du Canada. On utilise énormément des compagnies qui fabriquent des pièces machinées dans la région de Montréal, par exemple, ou dans la région de Toronto. Donc, il y a énormément d'impact positif. On parlait des 800 employés ici à Montréal, mais l'impact sur le Québec, sur les emplois au Québec, au Canada, est très, très grand parce qu'on achète beaucoup de choses localement. Okay, so we have a question in English from Rudy. Hi, is it possible to do an internship in English? Well, yes, of course. Here the people are bilingual, so we can speak in French and English, including during meetings. So that's not an issue at all. OK. Rémi nous pose la question, quel est le risque de l'électricité statique pendant la fabrication d'un satellite? Question très intéressante quand même parce que c'est au cœur de nos préoccupations. Tous les employés sont formés pour s'assurer qu'ils ne mettent pas en danger le satellite dû à une décharge électrique, une décharge d'électricité statique qui peut arriver un peu à n'importe quel moment lorsqu'on frotte, lorsqu'on se promène sur un plancher. Donc, il y a plein de choses qu'on fait ici pour s'assurer qu'il n'y aura pas un petit choc électrique comme quand on se donne une poignée de main puis qu'on s'est promené sur un tapis. Donc, les gens en arrière de nous ont toute une ceinture ou un bracelet qui est mis à la masse pour s'assurer que jamais un de leurs gestes va pouvoir provoquer un petit courant électrique. Les planchers ici sont conducteurs pour assurer justement qu'on n'accumule pas les charges. Les tables sur lesquelles on travaille aussi sont conductrices. Tout est pensé, même l'emballage des produits est pensé pour éviter qu'on crée des charges statiques et qui pourraient malheureusement se retrouver dans nos produits électroniques. Ce serait un très gros danger parce que c'est des puces très, très sensibles et on ne veut certainement pas voir des charges électriques plus élevées que celles pour lesquelles elles ont été conçues. Et puis l'électricité statique, bien, ça peut monter à une très, très grande tension et donc zapper ces composantes-là. Donc, très grande précaution qui est toujours prise à ce niveau-là. Une autre question de Miguel Charette. Est-ce que les débris spatiaux posent un risque réel pour les satellites? À quel point ce risque influence la conception du satellite? Oui, les débris spatiaux, c'est un vrai risque, c'est tenu compte. On fait des analyses pour les débris spatiaux. Dépendamment de l'orbite, les risques sont différents puis les mitigations sont différentes. Pour les très, très petits débris, on peut protéger. On parle de choses microscopiques, là. On peut avoir ce qu'on appelle des bumpers pour faire briser la particule, puis après, quelque chose qui rattrape la poussière en arrière. Pour des gros débris, il n'y a rien à faire. La seule chose, c'est les opérateurs, quand ils ont le satellite, puis ils voient quelque chose arriver. Si c'est assez gros pour être traqué dans l'espace, c'est bouger le satellite. À long terme, il faut faire attention. C'est comme n'importe quoi, il ne faut pas polluer l'espace. Ça a l'air grand, mais il ne faut pas polluer. Ça pourrait nuire à beaucoup de satellites. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on fait de ne pas polluer trop. Ça devient de plus en plus important, effectivement. OK. Question de Marc-André. Quel profil recherchez-vous chez un jeune ingénieur? Quelles sont les compétences et les expertises recherchées? C'est assez large, là. On embauche différentes universités, là. Je ne voudrais pas en oublier une, donc je ne vais peut-être pas les citer, mais compétences, tu veux peut-être m'aider là-dessus? Oui, mais la meilleure réponse à ça, c'est si vous regardez Sylvain de côté, vous avez le bon profil. Non, c'est une blague. non, mais donc, profil, l'ingénieur, comme je vous ai dit, on regarde des gens qui ont des bonnes qualités interpersonnelles, sont bons aussi, ils ont des bonnes connaissances techniques. Des jeunes qui ont peut-être participé à des sociétés techniques aussi, donc qui ont de l'expérience peut-être dans le domaine qu'on recherche, parfois justement dû à des stages ou justement parce qu'ils ont participé à des sociétés techniques. Donc des gens qui ont très bonne capacité d'apprentissage. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que, à part peut-être une petite orientation à l'école polytechnique qui est donnée, puis la maîtrise, on n'apprend pas beaucoup sur le spatial, évidemment, à l'université. Donc, on va apprendre énormément sur place. Et donc, c'est important d'être capable d'apprendre, d'avoir la facilité d'apprendre. De s'adapter aussi. On cherche des gens aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherche des joueurs de Ultimate Frisbee. Question de Martin-Charles Boucher. Quelle est la quantité de carburant que contient un satellite afin de le manœuvrer dans l'espace et cette quantité serait utilisée en combien de temps en utilisation maximale continue? Dans le fond, ça varie de la grosseur du satellite, la mission, si c'est basse orbite, géostationnaire. Quelque chose qui est intéressant aussi, on commence à avoir de plus en plus
de satellite à propulsion électrique qui prend beaucoup moins, que ça réduit beaucoup la masse en éliminant une grosse partie du carburant qui est utilisé. Même on atteint, ça s'appelle Orbit Rising, mais ça atteint l'orbite géostationnaire en utilisant l'électrique qui est beaucoup plus long, mais qui sauve beaucoup sur la masse du satellite. Donc, c'est pas une question facile, mais ce qui est facile à répondre, c'est pour la durée de vie. Bon, la masse du carburant est calculée pour la durée de vie. Le coût du lanceur, le poids est bien important, comme François disait tantôt. Donc, il faut mettre la bonne quantité de carburant pour être capable de faire la durée de vie du satellite et dépendamment du type de propulsion, comme je parlais. Les questions de Rémi. Y a-t-il un contact pour faire une demande de commandite? Oui, ben c'est moi, le contact. Donc, encore une fois, on va se donner mon courriel. Puis, pas hésiter à me contacter. Le mieux, c'est avant la fin de l'année, le mois de décembre. C'est le moment où je fais mon plan marketing puis mon budget pour l'année qui s'en vient. All right, j'en vois une de Rémi, mais un autre Rémi cette fois-ci. Est-il important d'avoir des compétences en analyse comme l'analyse par éléments finis? Bien, c'est sûr que si on vise une carrière en analyse structurelle, par exemple, ou en analyse thermique, ça vaut vraiment la peine d'avoir développé des compétences dans ce champ-là. C'est un domaine qui est assez pointu. Il n'y a pas tant de cours que ça qui se donnent à l'université là-dessus. Et c'est important, si on va avoir un stage, par exemple, dans ce domaine-là, d'avoir au moins eu un cours sur ça, parce que sinon, la marche est beaucoup trop haute. Ensuite, si on veut faire carrière dans ce domaine-là, c'est sûr que d'avoir eu des stages en éléments finis ou de faire une maîtrise en éléments finis, bien, ça l'aide énormément à se positionner pour ce genre de carrière-là. Question de Guillaume Mannequin. Combien de temps s'écoule entre le début de la phase de conception jusqu'à la date de lancement d'un satellite? Exemple de RCM. Ça varie vraiment d'un projet à l'autre. Si on regarde RCM, c'est une constellation qui a été faite. Tu sais, quand je parlais au début des plateformes qui sont similaires, tout ça, il y avait beaucoup de choses nouvelles sur ce satellite-là. Donc, c'est plus long que si on parle d'un géostationnaire. Si on regarde un géostationnaire, entre la date du contrat puis le lancement dans l'espace, ça 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Puis nous, souvent, nos contrats ici pour de l'équipement, c'est 18 mois, 20 mois, 16 mois. C'est autour de ça. Quand on parle de projets comme ça, où tu pars plus scientifique ou plus dans la télédétection, dans l'exploration, ça peut être plusieurs années. Si on regarde RCM, ça a commencé il y a très longtemps. J'exagère avec le nombre de traits peut-être, là. Mais il y a eu une phase 0, une phase A, phase B, phase C, avant d'avoir le contrat ultime de fabriquer l'équipement. Puis le contrat, si on regarde le contrat de fabriquer l'équipement, ça fait 4 ans et demi qu'on a eu le contrat. Ça avait été annoncé, là, l'Agence spatiale nous donnait ce gros contrat-là à MDA. Donc 4 ans et demi. Puis là, il va être lancé dans 1 an, donc ça fait 5 ans et demi. Moins d'1 an, hein, théoriquement. Moins d'1 an. Oui, dans moins d'1 an. Ah oui, on est en septembre. Question du Cosmodome. Mis à part les ingénieurs, quel type d'emploi retrouve-t-on chez MDA? C'est vrai qu'il y a des ingénieurs, on a aussi des gestionnaires, on a des directeurs, on a des assembleurs, des techniciens derrière nous, puis on a aussi toutes les activités support qu'on retrouve dans les bureaux pour n'importe quelle entreprise, que ce soit des finances, ressources humaines, technologie de l'information. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, c'est ça. C'est bien. Peut-être une dernière question de Miguel Charette. Faites-vous la conception des systèmes de propulsion pour correction de la trajectoire de vos satellites? Oh, OK, une petite nuance ici. En fait, pour l'instant, non, mais peut-être dans un avenir rapproché, on va effectivement supporter un projet qui nous permettrait de faire ça. Sinon, si on parle juste du système de propulsion en tant que tel, ce système de propulsion-là fait généralement partie de la plateforme. Et nous, on est, comme Sylvain vous l'a dit plus tôt, surtout un fournisseur de charges utiles. Et donc, on ne s'occupe généralement pas des systèmes de propulsion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne pourra pas nécessairement répondre à la question de Martin Charles Boucher, qui nous demande quelle quantité de carburant contient un satellite. Ça, malheureusement, je n'ai pas cette information-là. Toi, Sylvain? J'ai répondu tantôt. Oui, c'est combien? Ça variait. Ça variait, évidemment. OK. Très bonne réponse, Sylvain. Je crois que ça s'arrête là pour les questions. Bien entendu, je vais prendre un peu de temps pour continuer de répondre sur le fil de vos questions par écrit. Donc, je profite pour vous remercier de votre attention et encore une fois, merci à Aéroportail et Aéro Montréal pour cette belle opportunité. Une excellente journée. Merci. Merci.